Patrice GEA. Donc, comme on n'est pas beaucoup, vous pouvez mettre votre micro et puis on se dit bonjour. Savoir si ça va bien. Bonjour, Bonjour. comment Très allez-vous? bien. Vous êtes tout seul ou vous êtes avec d'autres personnes de GEA? Je suis encore à mon domicile, moi, donc D'accord. GEA, je ne sais pas s'ils vont se connecter. Je viens de leur signaler maintenant qu'il y avait un truc intéressant. Ok, Alors, je ne ok. sais Bon, pas s'ils vont on se va connecter. prendre 1 ou 2 minutes, le temps de les… Je suis tout seul? Non, je ne suis pas tout seul. Non, 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 non. Vous avez Monsieur Denis Biet aussi qui a son… Alors, il vient de recevoir la médaille des 12 connexions. Donc, Déjà? on va pas revenir là-dessus, mais Mélissa s'est quand même entraînée tout le week-end pour C'est les reparti. Ah, mais moi, j'ai entendu parler de pâtisserie la dernière fois que je suis venu. Là, ça fait partie des 12 médailles. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, quand Mélissa vous envoie le prochain lien, vous lui répondez et puis normalement, vous devriez avoir une livraison assez rapide. Ah, cool. On va peut-être… quelle heure il est? Oui, on va démarrer tranquille. On va laisser les autres personnes arriver tout doucement sur ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est une présentation qu'on a voulu, alors en complément avec ce qu'on a pu voir avant, orientée sur la sécurité, protection des collaborateurs. Alors, on va aborder une thématique un peu plus générale que l'électronique, mais qui bien sûr concerne les industriels de l'électronique, puisque quand on parle de protection des personnes, ça concerne tout le monde. Mais ces domaines-là, vous le verrez, sont plus larges que l'électronique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes d'expérience, on a quand même pas mal de retours d'expérience par rapport à ces applications dans d'autres secteurs. Et c'est toujours intéressant de partager. Donc, la personne qui va faire la présentation aujourd'hui, c'est Denis Massard, qui est responsable de la zone nord chez CPELEC. Donc, la zone nord, c'est un grand territoire. Et qui est en transverse chez CPELEC le support concernant justement toute la partie de traitement de ces pollutions. Et vous verrez, quand on parle de traitement de pollution, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dedans. Donc, on est toujours sur le même principe, c'est-à-dire que pendant la présentation de Denis, eh bien, on coupera les micros. Par contre, Bon, on n'est pas nombreux, on peut les laisser. Hein. comment? On n'est pas nombreux, on peut les laisser. Hein. Oui, oui, ou on peut les couper, les rouvrir, parce que si on est chez nous et que le chien renverse le plat de midi, ça peut faire un petit peu de bruit, ça peut perturber. Alors, c'est toujours assez rigolo, mais bon. La dernière fois, j'avais une dame où il y avait les deux petits qui se battaient derrière, donc elle était très contente. Mais bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, l'idée, c'est soit on laisse ça ouvert, soit on fermera les micros. Mais surtout, si vous avez une question, une interrogation, hein, n'attendez pas la fin de la présentation. Vous avez le chat qui permet de bien avancer. Denis réagira. Si je peux y répondre. Si il ne réagit pas parce qu'il est en train de faire sa présentation, soit Damien, soit Thomas, Mélissa ou moi-même, on vous mettra un petit mot. On va démarrer sur donc la présentation CPELEC. Alors, on va la faire un peu de manière un petit peu différente, qui va être orientée vraiment sur cette suite, sur cette partie protection des personnes. Alors, j'espère que je ne vais pas trop dévoiler de choses que dira Denis, mais pour nous, ça fait vraiment partie de nos valeurs et nos principes. Alors, CPELEC, on l'a déjà dit, hein, nous, on est dans l'usine de production, quelle soit, et on est là pour accompagner les industriels pour l'amélioration de leurs process, mais aussi tout ce qui est amélioration, optimisation des procédures de sécurité. Et on va très loin, hein, c'est-à-dire qu'on
on arrive à définir pour certains industriels, des grands groupes, avec nos experts, des procédures. On va aussi jusqu'aux fiches d'instruction et puis on le verra au niveau des équipements. Donc, nos domaines d'activité, c'est le process d'assemblage de cartes électroniques, process manuel et process automatique. Et puis, comme on l'a déjà dit, derrière, c'est aussi la sécurité des personnes par l'identification des zones à risque. Quand je rentre dans une salle de vernissage, eh bien, c'est clair que dégagement de composés organiques volatiles, des produits plus ou moins nocifs. Donc là, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc, déjà par l'identification, le repérage, et puis derrière, analyse et traitement de la pollution. Donc c'est pareil, hein, quand je brase, polluant, et puis quand je fais du marquage laser sur des composants électroniques, sur des produits finis, pareil, j'ai composés organiques volatiles, j'ai des particules nocives qui sont là. Donc, je dois faire très attention à ça. Donc, ça, c'est un domaine où CEPELEC, il est intervenu depuis plus de… on a fêté les 30 ans, donc depuis ces 30 ans. Dès le départ, on a eu des systèmes de protection de la santé des personnes. Dès le départ, on a pris en compte. Et puis, un point qui a été important, c'est qu'au niveau dans les années 2000, on a eu le document unique, l'identification des risques, hein, et puis derrière une obligation de résultat. Donc ça, c'est important. Je fais juste une parenthèse. L'obligation de résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je respecte les normes, si j'ai mis un collaborateur dans une situation qui ne lui convient pas, je suis responsable. Et quand on dit « je suis responsable », ce n'est plus le chef d'entreprise qui est responsable, c'est que dans 90% des cas, par délégation de responsabilité, ça peut être un chef de ligne qui devient responsable de ses équipes. Donc ça, il faut vraiment faire très, très attention à ça. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr d'accompagner les personnes, de venir sur site, hein, proposition de solutions. Et dans ces domaines-là, ça peut être des audits aéroliques, des formations aéroliques, ça peut être aussi derrière un accompagnement pour la rédaction du document unique. Ça peut être aussi nos partenaires qui font des analyses de COV très précises, hein, puisqu'on est à 0,02 ppm, concordance avec les tableaux donnés par l'INRS, etc., de vous accompagner là-dessus, de travailler sur tous ces schémas-là. Donc là, oui, celui d'avant, juste celui d'avant, Denis, excuse-moi, j'étais en train de regarder. Voilà. Donc l'accompagnement, bien sûr, ça c'est surtout sur ces problèmes de sécurité, je pense que ça c'est très important. Quand on travaille avec les RH, quand on travaille avec le CHSCT, quand je dis le CHSCT, ce sont les représentants et y compris la direction. Et quand on travaille derrière avec les opérateurs, ou quand je dis opérateurs, c'est responsables de ligne, les responsables et les personnes qui sont sur poste, ça prend du temps. On doit expliquer certaines choses. Il y a des idées reçues. Hein. Ça sent pas bon, donc c'est dangereux. Ben, non, quelquefois, ça sent rien du tout et c'est encore plus dangereux. Donc, il faut qu'on fasse des mesures, qu'on revienne. Donc ça, c'est un point très fort. C'est un schéma qui se fait dans le temps. On doit récupérer aussi à un moment donné toutes vos fiches de sécurité, tout un ensemble de choses. Donc, il y a vraiment du travail de fond à faire pour pouvoir obtenir les résultats. Et là, nous, on s'engage sur ces points. Donc, comme on l'a vu, on est parti de notre expérience de l'électronique pour pouvoir élargir. Et aujourd'hui, on a entre 30 et 25% de notre activité qui est faite en dehors de l'électronique, puisque depuis 30 ans, ce savoir-faire sur l'identification des zones à risque, la protection de la personne, nous amène à travailler avec des sociétés comme Vicat dans la cimenterie pour tout ce qui est consignation, procédures, fiches d'instruction et fourniture d'équipements. On le verra, on a des partenaires avec qui on a des relations très fortes dans ce domaine-là. Et puis, tout ce qui est lié au laser,
Eh bien, aujourd'hui, le laser est utilisé un peu partout, dans tout ce qui est cosmétique, agroalimentaire. Donc, on travaille avec des gros de ces domaines et en allant très, très loin sur la partie service. Eux sont très, très attachés au niveau service. Donc, on va très loin sur ces domaines-là. Et toutes ces expériences-là que l'on a dans d'autres domaines, eh bien, reviennent d'une façon ou d'une autre au service de nos électroniciens. Parce qu'on arrive en ayant vu que, tiens, en Suisse, on a tel fonctionnement, bah, ça va peut-être vous permettre de vous faciliter la vie et d'améliorer. Donc, voilà le point que je voulais faire là-dessus pour vous montrer que CPELEC, vraiment, en dehors de vous fournir bien sûr des équipements, formation et un savoir-faire, est très orienté sur la partie protection de la personne, et ça depuis une trentaine d'années, et qu'on reste vraiment à votre disposition. Maintenant, je vais passer la parole à Denis, qui lui va rentrer dans le vif du sujet. Bon, ben, bonjour à tout le monde, même si on n'est pas trop nombreux. Donc, le sujet du jour, c'est effectivement un petit peu balayer les conséquences, les causes, etc., des fumées nocives. Alors, je vais parler un petit peu des fumées en général pour démarrer, mais en essayant de me diriger tout doucement vers les fumées générées par des process qui nous intéressent, qui sont le brasage, comme Jean-Pierre l'a dit, et les différentes applications laser. Et je dirais que je vais partir d'une idée assez générale pour essayer un petit peu de développer les connaissances et les prestations que CPELEC est capable de fournir. Alors, on va d'abord voir un petit peu donc, les différentes sources de pollution. On ira un petit peu balayer les différents risques que ces différentes pollutions peuvent occasionner, les différents enjeux liés à ces pollutions, ou en tout cas à ces fumées, un petit peu expliquer les différentes natures de polluants, quels sont les moyens, en tout cas, que CPELEC est capable de mettre en place. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on va démarrer avec les sources de pollution. Et bien, je dirais que les pollutions, il y en a vraiment partout, que ce soit dans le milieu industriel, bien sûr, les transports, que ce soit les voitures, les bateaux, enfin tout ce qui roule avec un moteur atmosphérique en tout cas, même si les véhicules électriques ne sont pas sans pollution. Tout ce qui est les chantiers, BTP, etc. Et bien sûr le résidentiel avec nos systèmes je dirais, de chauffage. Alors juste quelques chiffres pour un peu se rendre compte. Un être humain, je dirais normal, respire à peu près 11 000 litres d'air par jour, ce qui représente quand même 460 litres à l'heure. Si on compare, on boit 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour. Donc c'est vraiment des chiffres énormes. Et je dirais que notre système respiratoire, c'est une superbe usine, c'est l'usine parfaite, je dirais. C'est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, qui fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc, cette mécanique qui est parfaite, il faut essayer de la préserver le mieux possible. Donc, juste un petit chiffre. On a un certain nombre d'organismes qui nous donnent certains seuils à ne pas dépasser. Donc là, on en a un. Les particules, on appelle ça les PM10, donc ce sont les particules en suspension d'une dimension égale ou inférieure à 10 microns. Et normalement, en moyenne, annuelle, on ne doit pas dépasser 35 microgrammes par mètre cube. Là, j'ai mis 50 microgrammes parce que ces organismes permettent éventuellement d'avoir 50 microgrammes au maximum 35 jours par an. C'est pour un peu vous donner une idée, je dirais, du nombre de particules mises par rapport au nombre de mètres cubes que l'on respire. Un petit tableau sur les sources, je dirais, donc c'est sur l'axe horizontal, on est en micromètres. Et nous, ce qui va nous intéresser, je dirais, c'est tout ce qui est en dessous de 100, voire en dessous de 10. Et donc, on retrouve dans notre petit tableau quelque chose qui nous est familier depuis quelques temps, c'est le virus. Et on voit que c'est vraiment très petit, d'où un petit peu le débat sur les masques.
Voilà, ça nous permet un peu d'avoir un peu différents exemples, je dirais, en termes de poussière. Et tout en bas, on a les contaminants gazeux, qui sont ce qu'on appelle les COV, les composants organiques volatiles. On voit que c'est vraiment très, très, très petit. Et donc très complexe, je dirais, à filtrer. Alors, revenons un petit peu plus dans notre problématique du jour, qui est le process industriel, brasage et laser. Sur le brasage, donc, on a fait grande école sur le samplon, mais il faut savoir que d'un point de vue pollution ou d'un point de vue particules, c'est quelque chose qui est pas terrible. Donc, voilà, on a jusqu'à 250% de particules de plus dans la zone de respiration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les flux à base de rosine, enfin ce qu'on appelle les colophanes, la rosine, c'est un produit qui est retiré de la sève des arbres, généralement de pin. Ça génère des fumées qui sont très acides. Et cette fameuse colophane, c'est considéré comme une des causes majeures de l'asthme professionnel, qui est quand même une cause de maladie très, très importante. Donc, on a un petit exemple d'un petit filtre sur le bas. Donc, on voit, enfin, sur la droite, on voit effectivement, quand on est avec le fer à souder, on voit bien l'émanation des fumées. Et sur la gauche, petit exemple, donc en 90 minutes de brasage, voilà un petit peu ce qu'on est capable de récolter. Donc, ce n'est pas rien. Ensuite, dans les polluants, bien sûr, les solvants, avec les cols, les peintures, toute une armée, je dirais, de produits chimiques. Tout ce qui concerne l'usinage mécanique, pareil, lorsqu'on a des machines-outils qui travaillent avec des brouillards et des fumées, enfin avec de l'huile pour améliorer les coupes, ça génère des brouillards et des fumées d'huile qui sont vraiment très, très mauvais pour la santé. Il faut savoir que voilà, les brouillards d'huile, c'est à peu près des particules, ce qu'on appelle les particules fines, de 2,5 micromètres, et la fumée d'huile, ce sont ce qu'on appelle des particules ultra fines de 0,5 microns. C'est extrêmement fin. Et ensuite, on a toute la partie de procédés laser pour faire réaliser du marquage ou du brasage, de la découpe, ou ce qu'on appelle la méthode additive. Donc, c'est comme une imprimante 3D, mais pour créer des pièces métalliques avec apport de poudre métallique, et avec le laser, on fusionne cette matière pour réaliser cette pièce. Ça génère vraiment beaucoup de polluants. Donc, deux exemples. À droite, on a le marquage sur de la bouteille. Bon, là, ici, c'est une bouteille de champagne où on vient marquer un numéro de lot sur le verre. Le laser apportant énormément d'énergie, on a une explosion au niveau je dirais, du marquage, et ça génère des très très fines particules de verre. Donc, il vaut mieux éviter, je dirais, de les respirer. Et à droite et à gauche, pardon, une petite vidéo sur du marquage sur des composants. Alors, je vais essayer de la démarrer. Je n'ai pas toujours un réseau extraordinaire. Alors, moi je suis en campagne ici, donc ravitaillé par les corbeaux. Donc, je ne sais pas si vous voyez la fumée qui est générée avec le marquage laser. À chaque fois, à chaque impression, tac, on dégage la fumée. Et sur le haut, on voit une petite buse d'extraction qui permet de capter les fumées. Alors, donc, les risques de tout ça, on sait qu'une longue exposition aux particules et en suspension et au gaz, au COV, peut causer des dommages vraiment irréversibles au niveau du système respiratoire, entre autres. On sait que les gaz les plus toxiques sont rarement visibles, et donc on n'arrive pas trop à bien sentir le danger. Et presque toute personne qui travaille dans une usine ou dans un environnement industriel est en contact avec des produits chimiques
contenant des solvants avec des poussières qui peuvent être dangereuses. Quasi tout le monde est soumis à ça. Et je dirais que globalement, à travers le monde, il y a de très nombreux travailleurs qui, chaque année, contractent l'asthme professionnel et des maladies diverses et variées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, au plus la particule est plus petite, au plus ça pénètre, je dirais, dans notre système respiratoire. On a, on va dire, 3 niveaux, je dirais, en termes d'appareil respiratoire. On a ce qu'on appelle la partie inhalable, qui est la partie verte, qui permet de filtrer, je dirais, vraiment les plus grosses particules. Et puis après, on pénètre tout doucement dans le système respiratoire, au niveau thoracique et plus grave au niveau alvéolaire. C'est là où il faut vraiment faire très attention, parce que c'est au niveau des alvéoles où il y a un échange de l'oxygène passe dans le sang. Et donc, si les matières nocives arrivent jusqu'à l'alvéole, c'est là où ça commence à être vraiment très problématique d'un point de vue, je dirais, sanitaire. Donc, voilà un petit peu une carte de différentes festivités et des maladies diverses et variées. Donc, ça peut aller du simple mot de tête jusqu'à, bien sûr, tout ce qui est cancer, etc. L'eczéma, enfin, ce qu'on appelle la dermatite, l'eczéma, l'irritation des yeux, l'asthme, les troubles respiratoires. Enfin, il y a vraiment un panel de maladies important dû à ces fumées nocives. On a bien sûr des enjeux environnementaux. Tout le monde sait que voilà, les COV, les composants organiques volatiles, contribuent à perturber les équilibres chimiques, je dirais, dans notre atmosphère. Voilà, bien sûr, avec l'accumulation d'ozone, avec l'effet de serre, bien sûr, augmentation des températures, mais l'ozone a un effet également, c'est un peu moins connu, sur la végétation et encore donc résistance des végétaux. Ça accélère la dégradation de certains matériaux, tels que le plastique, donc ça augmente, je dirais, la pollution due au plastique. Et puis, une dernière chose qui est encore moins connue, c'est que ça contribue fortement à la pollution olfactive. Et ça, on ne le sait pas trop. Les enjeux économiques, eh bien, l'employeur est obligé de respecter la législation en cours. Donc pour ça, il y a différents documents. On s'appuie sur le Code du travail, mais on a aussi, il faut s'appuyer sur d'autres documents qui émanent de l'INRS ou qu'on appelle l'AFSET aussi, qui nous permettent d'avoir un petit peu les taux de particules admises plutôt, le taux de particules admis dans les locaux professionnels. Enjeu économique, parce que si on traite bien la pollution, bien sûr, on va avoir moins d'absents au niveau de l'usine et donc des gains de productivité. La qualité du produit, si on filtre bien, on a moins de dépôts de polluants sur les pièces et donc ça permet d'éviter des opérations de nettoyage, des choses comme ça. On a une meilleure fiabilisation du process dans la mesure où si on n'a pas trop de particules qui polluent, je dirais, les machines de production, on va avoir moins de maintenance parce que voilà, on va avoir au niveau des engrenages et toutes les pièces, je dirais, mécaniques, moins de problèmes. De manière générale, on améliore bien sûr l'image de l'entreprise. On fait des économies d'énergie car on peut éventuellement réinjecter l'air qui est filtré. On peut le réinjecter dans les ateliers. Donc, si en hiver, on traite de l'air chaud, on réinjecte de l'air chaud au lieu de le rejeter à l'extérieur. Et on peut faire des économies également au niveau, je dirais, nettoyage, parce que voilà, une propre, parfois, de passer le balai trop souvent. Voilà, ça termine un peu la partie, je dirais, générale. Sur maintenant, j'appelle ça les types de polluants, ce n'est pas tout à fait le bon titre, il aurait fallu dire peut-être plus, comment est-ce que je dirais ça, comment est constituée, je dirais, une fumée nocive. Donc, on a une partie particule, c'est ce que moi j'appelle la partie mécanique au niveau de l'extraction. Et donc, on retrouve cette fameuse notion de
particules en suspension, le PM, qui sont, je dirais, cataloguées en différentes dimensions. Donc, on a les PM10, les PM5, les 2,5 et les 1. Donc, ça va de la grosse particule jusqu'à l'ultra fine. Ensuite, on a les composés organiques volatiles, les COV. C'est ce que moi j'appelle la partie chimique de la filtration, parce qu'on ne la traite pas de la même manière. Et les COV, ça regroupe énormément de substances, soit qui sont naturelles ou créées par l'homme. Mais enfin, en tout cas, on la retrouve, je dirais, dans beaucoup de matières. J'en ai cité quelques-unes, l'acétone, l'éthanol, le butane, etc. Qu'on retrouve dans les solvants organiques en général, quoi. Et donc, si on parle de brasage, dans les flux, on retrouve un certain nombre de ce type de matières. Alors, pour un bon traitement chez nous, en tout cas chez CPELEC, on considère qu'il faut d'abord avoir une analyse précise de votre besoin et on va on va utiliser un certain nombre de documents qui sont chez nous la fiche de renseignement, la fiche de données de sécurité de la matière ou des matières que l'on va utiliser. Et si nécessaire, on pourra également faire des analyses de l'air. Ensuite, il va falloir prendre en compte les contraintes, je dirais, de la production, parce qu'entre la théorie et la pratique, ben, ma foi, ce n'est pas toujours aussi simple. Il va falloir prendre en compte l'implantation de la ligne, éventuellement les réseaux de captation. Comment est-il possible, je dirais, de réaliser le confinement ou le capotage de nos polluants? Ça va nous permettre, ces différents éléments vont nous permettre de définir un type de matériel. Ensuite, on en viendra à l'implantation, faire des essais, des mesures, voir si les résultats correspondent bien à vos attentes. Et ensuite, une partie importante aussi, c'est le suivi et la maintenance de ces équipements et également le traitement des déchets générés par la filtration. Alors, les déchets, c'est bien sûr tous les filtres usagés. Alors, la fiche de production, la fiche de renseignement nous permet quoi? D'appréhender votre process, parce que nous, quand on arrive, on ne sait pas trop de quoi il retourne, comme on dit. Donc, l'idée, c'est d'essayer de bien comprendre l'opération qui va être réalisée, sur quelle matière, avec les temps de cycle, l'utilisation de la machine, etc. Le deuxième renseignement très important, c'est la fiche de sécurité de la matière sur laquelle on va travailler. Chaque matière, normalement, a sa fiche de sécurité qui va nous permettre de retrouver les composants chimiques de cette matière. Et ça va être très important pour définir, je dirais, le type de filtre à utiliser. Donc, notre fiche de renseignement, ça ressemble à ça. Sur lesquels on va retrouver, voilà, ici on est sur l'opération laser. On va faire le marquage d'une petite pièce. On va faire un data matrix sur une petite pièce en matière qui va être du PSG, du PA6GF35, etc. Et donc voilà, on va retrouver les dimensions du marquage. On va retrouver les temps de cycle en 3,8. Donc, ça va nous permettre un petit peu de déterminer les volumes de polluants que l'on va devoir traiter. La fameuse fiche de sécurité. Donc, ce qui est important, c'est la composition de la matière. Et là, ici, on se rend compte que la matière, c'est du chlorure de polyvinyle. Donc, ça veut dire que on va générer des fumées acides à cause du chlore. Et donc, ça, c'est quelque chose à traiter de manière très particulière. Ensuite, une fois qu'on a récupéré l'ensemble de ces éléments-là et on est en mesure de définir le type de filtration nécessaire, on va maintenant partir plus sur la partie physique, je dirais, de la filtration avec l'implantation de la ligne. Définir le réseau d'extraction avec la longueur, son encombrement, combien de points d'extraction vont être nécessaires,
si mon extracteur va se trouver juste à côté du process ou bien à 50 mètres, tout ça, ça a son importance, évidemment. Le capotage et le confinement sont également très importants. Si je prends le procédé laser, il y a des contraintes liées de sécurité liées au laser, car il ne faut pas que les faisceaux puissent diffuser n'importe comment. Donc, on est tenté de faire une enceinte très hermétique, qui au niveau extraction est une hérésie, parce que si j'extrais de l'air, il faut bien que j'ai de l'air qui rentre dans mon capotage. Donc, il faut que je sois hermétique pour le laser, mais il faut que je ne sois pas hermétique pour mon extraction. Donc, ce n'est pas toujours très simple, je dirais, à réaliser. Ensuite, donc, dans les choix des filtres, il y a pas mal de possibilités aussi. Il faut faire donc le bon choix par rapport à la fiche de renseignement et à la fiche de sécurité. Donc, pour les filtres, on a deux normes qui sont vraiment très importantes. C'est les deux seules qu'il faut connaître en tout cas. Donc, il y a l'ISO 16890 qui, elle, est une norme mondiale par rapport aux filtres, ce qu'on appelle grossiers. Alors, quand on dit grossier, ce n'est pas dans le langage, bien sûr, mais c'est en termes de dimension des particules en suspension. Et là, on voit en fait jusqu'à 1 micron, EPM1, on est dans ce qu'on appelle les filtres grossiers ou fins. On n'est pas encore vraiment dans quelque chose de très efficace. Pour les filtres vraiment haute efficacité, c'est la norme la 1822-2009, dans laquelle on va classer deux types de filtres. Les filtres d'efficacité, ce qu'on appelle les filtres EPA, et ensuite les filtres pour les particules ultra fines, qui est donc le ULPA. Donc ici, après, on a un tableau qui nous résume un petit peu toutes les sortes de filtres que l'on peut retrouver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les filtres fins, qui sont catalogués de M5 à F9. Et donc, ce qui est important, voilà, par exemple, F7 va nous filtrer, on est sur un pourcentage de filtration entre 80 et 90% des particules jusqu'à 0,4 microns, mais sous une certaine dépression. Et ensuite, les filtres haute efficacité, où là, si on prend du H14, on va filtrer 99,995% des particules jusqu'à 0,3 microns. Donc, c'est déjà vraiment quelque chose d'assez performant. Il faut savoir aussi que normalement, ces filtres EPA et ULPA, normalement, sont testés individuellement et livrés avec un certificat de test. Ça, c'était pour la partie mécanique. Ensuite, pour la partie, je dirais, plus chimique, donc pour les COV, on a toute une bible qui nous permet de déterminer le type de charbon actif que l'on va utiliser pour traiter les COV. Donc, si je prends par exemple, je sais pas, l'acétone, voilà, il nous faut du ACF-HSS. Et si on a des combinaisons de matières, eh bien, il faudra peut-être créer un filtre spécifique avec différents types de charbon pour vraiment traiter l'ensemble des CO2. Donc, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, dans la mesure où parfois on n'a pas la fiche de sécurité. Donc, on y va parfois un peu soit par analyse au niveau laboratoire ou un peu par tâtonnement. Dans la définition du matériel, donc deux possibilités. Soit dans une usine, on peut faire une extraction centralisée. On peut faire donc une usine complète ou bien des ateliers par îlot. Et on se rend compte qu'il y a des extractions centralisées sans filtration. Donc, on fait juste de l'extraction. C'est une tourelle d'extraction. On capte les polluants et hop, on rejette ça à l'extérieur. Okay. Il y a certains qui récupèrent des amendes par rapport à ça. Il y a quand même un certain nombre de législations. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et ensuite, on a aussi des systèmes d'extraction plutôt individuels par process ou par poste de travail. Le métier de CPELEC, on ne va pas plus loin que l'îlot en général. On est plus sur les process individuels et les postes de travail. Donc, quelques exemples.
Là, on est plus dans la partie électronique, où en haut à gauche, voilà, ce sont des postes d'extraction individuels, poste par poste, pour des postes de brasage. Une machine un peu plus puissante en haut à droite pour, là, on traite en fait une laveuse d'écran. En bas à gauche, on est sur une machine de 2000 m3 pour traiter une vague avec 2 points d'extraction. Et en bas à droite, une machine de 5000 m3 qui est reliée à 3 machines, qui est principalement du brasage sélectif et du vernis sélectif également. En termes laser, par exemple, beaucoup d'installations au niveau de l'embouteillage. Donc, en fait, le laser va permettre de réaliser, je dirais, les codes AT et les codes LO. Et si on prend la fameuse usine de la marque noire Coca-Cola, il faut bien s'imaginer que dans cette usine, au maximum, on fait 1100 bouteilles par minute. C'est juste énorme. Ça fait 66 000 bouteilles heure. Donc, même si la quantité de polluants n'est pas énorme, bouteille par bouteille, mais la quantité de bouteilles fait qu'on a vraiment un réel problème à traiter. Ensuite, on vient à l'implantation. Une fois qu'on a bien tout défini, il faut bien implanter, je dirais, les équipements. Et là, on est sur une ligne assez importante où on a effectivement un certain nombre de points de captation. On a 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, et il y a un quatrième qu'on ne voit pas. Il y a 4 points d'extraction avec rejet de l'air filtré, probablement vers un autre local. Donc voilà, il y a quand même il y a des vannes d'équilibrage pour avoir une bonne extraction bien répartie sur tous les différents points. Donc voilà, il y a un petit peu de tests et d'essais à faire pour que ça fonctionne au mieux. Une fois que tout a été fait, que tout fonctionne bien, il faut bien sûr faire un suivi précis de ces machines et une maintenance avec un changement des filtres et filtres avec des équipements adéquats parce que bon, on a quand même récolté les polluants, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Nettoyage du réseau, chose que peu de gens font parce qu'en fait, avec le temps, on a un colmatage du réseau qui peut se faire. On réduit donc les sections des réseaux et ça modifie en tout cas la qualité de la filtration. On vérifie régulièrement les points d'étanchéité pour pas qu'il y ait des fuites partout. Vérification des paramètres de la machine, bien sûr. On vérifie la position, le positionnement des différents points d'extraction. Et éventuellement, on fait des mesures de particules, de COV, éviter les extractions avec des différents équipements qui permettent, je dirais, d'avoir un suivi rigoureux de ces équipements. Ensuite, les filtres qui sont usagés, on ne les jette pas à la poubelle parce que ce serait un peu dommage d'avoir fait tout ce qu'on a fait avant pour remettre tout à la poubelle normale. Et donc, il faut les traiter selon une filière je dirais, qui est habilitée à le faire avec autorisation préfectorale en vue de leur recyclage. Quand on dit recyclage, c'est plus la destruction. Et donc, CPELEC travaille avec un partenaire qui s'appelle Impact, qui est bien sûr habilité. Et lorsque l'on traite des filtres usagés qui proviennent de nos clients, en retour, on leur envoie les bordereaux de suivi de destruction. Voilà. Bref, CPELEC, en fait, l'idée, c'est de proposer une offre globale sur ce sujet des polluants, avec l'analyse du besoin en collaboration avec nos partenaires qui sont Terra pour les analyses d'air et Acteo pour le calcul des réseaux. Une aide à l'analyse du risque avec notre partenaire Reactive2M, donc c'est le document unique. Proposer des équipements et des formations au travers de nos 2 marques d'extracteurs qui sont Purex et PLR. Suivi des équipements, ça c'est CPELEC qui est en charge de cette partie-là. On propose des contrats de suivi de process qui permettent de faire un suivi individuel et personnalisé de vos équipements.
Hop là. Le recyclage des filtres au travers d'Impact. Et la boucle est bouclée. C'est tout. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, remarques. Je propose de remettre les micros en route. Comme ça, chacun, comme on n'est pas beaucoup, chacun pourra s'exprimer, poser ses questions, intervenir. Ce qui nous intéresse aussi, c'est avoir un peu des retours d'expérience. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus. Je vais commencer, tiens, au hasard. Patrice de GEA. Donc, savoir si dans cette présentation, vous avez trouvé des réponses à vos interrogations, si ça convenait ou si vous avez d'autres points que vous aimeriez aborder. Ouais, mais je pense qu'on pêche à plusieurs endroits dans notre atelier d'électronique, effectivement, parce qu'on a beaucoup de postes manuels en ce moment, avec des filtres qui sont pas trop des filtres. En fait, c'est juste des ventilos qui déplacent en fait les fumées. On les déplace dans l'atelier, quoi, et elles sont filtrées par je ne sais quel filtre. Donc, effectivement, ce petit live me fait poser plein de questions sur l'efficacité de ce qu'on utilise en termes de filtration. Ça concerne uniquement les postes de soudure manuelle. Après, tout ce qui est soudure au four, effectivement, qui est quand même la majeure partie de notre activité, là, on a vraiment des filtrations, des extracteurs très efficaces qui aspirent et qui filtrent et qui rejettent carrément au niveau du toit. C'est les extracteurs qui sont sur le toit. Bon, après, je ne sais pas où vont les fumées, honnêtement. Je pense que dehors. peut-être qu'on déplace aussi le problème sur la zone de mélange. Ouais, ça me fait poser plein d'interrogations. Ouais. Après, il y a vos extracteurs centralisés. Il faudrait savoir quel type de filtre vous avez. Enfin, s'il y a des filtres déjà, et s'il y a des filtres, quel type de filtres sont installés, quoi, en fait. Ben, comme je vous dis, c'est des grosses tourelles qui sont positionnées sur le toit. En général, je ne suis même pas persuadé qu'il y ait des filtres. Faudrait que. Bon, je connais pas. Après, vous n'êtes peut-être pas pour la loi parce que vous avez quand même des volumes admissibles en termes de rejet. Hein. Ben, j'en ai aucune idée. Je connais pas suffisamment l'architecture. Je connais pas les volumes qu'on envoie dans l'atmosphère. Effectivement, on est peut-être dans les clous. C'est une question que je vais me poser en rentrant. Ouais. Mais le plus inquiétant, c'est les postes manuels, je pense. On n'a pas toujours, je ne sais pas si vous voyez, ces petits ventilos avec un petit bout de mousse qui aspire et qui rejette sur la collègue d'à côté. Quoi. Enfin, j'exagère complètement, hein, mais on a quelques petites centrales d'établies là, avec des vrais filtres qu'on change régulièrement, mais sur quelques postes, on a encore des mini-ventilos. À mon avis, pas très efficace. Il faudrait qu'on travaille un peu dans ce sens. Voilà. Après, moi, j'ai un autre type de pollution aussi c'est peut-être un autre terme qu'il faudra aborder, c'est celui des manipulations des pâtes. Et bon, quoi vous dites? Des pâtes à braser. Ah, peut-être que c'est pas le sujet de la journée, mais ça peut peut-être donner des idées à CPLEC pour un nouveau live. Mais c'est quoi le problème? Est-ce qu'on finit pas par en ingérer finalement au bout du compte? Parce que on les manipule certes avec des gants, on prend toutes les précautions possibles, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on finit pas par ingérer vraiment de des fines particules, de la pâte à braser? Pas des particules, hein, vraiment la matière solide. Il y en a au bout du compte, il y en a sur les établis, il y en a un petit peu de partout, quoi. Et c'est la question que je me pose. Alors, bien sûr, pendant ces moments de confinement, on a les masques
Donc, c'est peut-être bien, mais évidemment, on les a pas tout le temps. Ça, c'est peut-être un autre terme, hein, un autre thème à aborder. Voilà mes commentaires. De manière générale, déjà, merci pour votre témoignage. Merci. Alors, le point très important hein, qui a été fait dans cette matinée, c'est vraiment de vous expliquer qu'on est dans un schéma d'accompagnement très fort. C'est-à-dire que pour nous, il faut vraiment déjà qu'on soit sur site, qu'on soit avec vous pour comprendre comment vous fonctionnez et comprendre vos attentes. Donc ça fait partie de notre travail de base, quoi, je veux dire. Hein. Là, c'est au moins avancé. Et puis aussi, l'autre point, alors, j'allais dire GEA, je connais bien. Je pense que c'est des sujets qu'on a abordés. Mais c'est aussi ce travail dans le temps parce que les structures évoluent, les sociétés évoluent. J'étais avec un industriel dans le domaine de la cosmétique. Lui, tous les 6 mois, hein, il changeait son process de place parce que le marketing avait décidé qu'on faisait tel autre produit. Donc, les contraintes absolument énormes. Donc, ça veut dire que ça bouge. Et c'est vrai qu'il y a 2 aspects. Hein. Nous, on travaille énormément en collaboration aussi avec tout ce qui est centralisé, puisqu'il y a des très bons systèmes centralisés qui sont là. Le centralisé, à partir du moment où c'est fixe, on ne va pas trop le bouger. Vraiment, on arrive à des choses qui sont très, très bien. Par contre, dès qu'on commence à avoir des opérateurs ou qu'on commence à avoir une flexibilité avec certains îlots, là c'est autre chose. Donc, n'hésitez pas à consulter. Et ça fait vraiment partie de notre mission de base, avec de l'échange régulier. On reviendra, on vous reposera des questions. On n'aura peut-être pas la bonne réponse tout de suite, mais au moins on avance dans un axe de progrès. Et je pense que, et nous c'est ce qu'on voit depuis déjà une dizaine d'années, il y a eu vraiment une grosse prise en charge de tous ces problèmes-là. C'est qu'il faut avancer par les petits pas. Hein. Il ne faut pas vouloir tout régler d'un seul coup. Tout à fait. Il faut vraiment travailler, identifier les zones les plus critiques. Il faut aussi travailler avec des personnes, des opérateurs qui veulent avancer. Hein. Nous, on se sert toujours un peu de moteur dans l'entreprise, des gens qui sont très sensibles à ces aspects sécurité, qui, malgré certaines contraintes, parce qu'on va se retrouver avec une buse qui va peut-être être devant le nez ou avec un petit aspirateur sous la table où on ne pourra peut-être pas mettre ses pieds comme on les mettait avant, diverses choses, etc., pour tester. Donc, il faut prendre des gens qui sont motivés et puis qu'on puisse pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois tester, puis après, naturellement, l'élargir au niveau de l'entreprise. Voilà. Oui, parce que moi, je vois dans les usines que je visite, je dirais que 7 fois sur 10, il y a des équipements et ils ne sont pas utilisés en plus. Parce que les opérateurs ne sont peut-être pas tout à fait conscients du risque qu'ils courent. Et parce que ça fait du bruit, parce que ça gêne. Voilà, c'est quand même dommage d'avoir l'équipement et de ne pas l'utiliser. Mais bon. OK. Bon, petit retour d'expérience aussi par rapport à, je pense que Denis pourrait en raconter, comme on a un petit peu de temps. Donc pareil, dans les idées reçues, le passage au sans plomb dans le domaine de l'électronique a généré un spectre de particules un peu différent, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des particules un peu plus fines et des particules un peu plus grosses. Alors ça, on l'avait mesuré à l'époque par le taux de saturation de nos filtres. Simplement parce que... et surtout plus de particules, parce que comme on brase plus chaud, on est à plus haute température, ça génère beaucoup plus de fumée au niveau des flux, etc. Voilà, donc on avait ça, puis on avait aussi une nouvelle composition de flux, et à l'époque, les flux changeaient beaucoup, puisqu'il fallait modifier les flux qui permettaient de nettoyage, meilleure mouillabilité, etc. Donc, faites attention, ce n'est pas parce que vous passez au sans-plomb que ça y est, le problème est réglé. Je dirais que c'est presque plutôt l'inverse. Et sur le laser, à contrario, sur le marquage laser, alors, on a aujourd'hui une bonne partie de nos industriels qui ne savent pas sur quoi ils marquent. Donc, ça, on fait du marquage. Bon, maintenant, avec les laseristes qui sont très efficaces,
On sait exactement à quelle profondeur, on connaît la taille de nos caractères, on a la vitesse, etc. Mais le matériau, ben, quelquefois, on nous dit non, 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 ça c'est confidentiel. Ben oui, c'est un peu problématique parce que quand on ne sait pas sur quoi on marque, on ne sait peut-être pas ce qu'on va générer. Donc, on a besoin de faire des analyses derrière sur cette partie-là. Et puis parfois, il y a sur les pièces que l'on grave, il y a éventuellement des revêtements, il y a des vernis, il y a des peintures, il y a de l'huile, enfin, il y a divers matières, différentes matières possibles. Et donc, on a des combinaisons parfois de matières qui fait que pour retrouver la composition du polluant, ce n'est pas toujours facile. D'autres remarques, questions, interrogations? Juste une question par curiosité. Je vois un participant SIC 40. Est-ce que vous faites partie de la société SIC Marking? Est-ce que vous êtes un lasériste ou absolument rien à voir? Ah, c'est très bien, très bien, très bien. Xavier Ducret, je m'occupe de… OK. Simplement, si vous pouviez peut-être vous exprimer, savoir dans cette présentation si vous avez retrouvé des interrogations de vos clients et à la limite, comment vous répondez. Ah, Monsieur Ducret ne nous entend peut-être pas. C'est ça par chat? Ah oui. Oui, m'a répondu par chat, donc c'est Monsieur Ducret. Oui, juste pour avancer sur ce sujet, donc nous, on travaille énormément avec les intégrateurs de machines, les fournisseurs de solutions laser ou autres. J'allais dire, chacun son métier, hein. Les intégrateurs, eux, doivent répondre sur des contraintes de process quand même très, très fortes. Et puis, derrière, ils s'appuient sur nous en général pour tous les aspects sécurité, puisque de plus en plus, dans ces aspects sécurité, il y a des procédures assez importantes. Il y a aussi des règles liées à la législation. Et je le répète, hein, j'insiste sur ce point-là, faites attention, ce n'est pas parce que vous respectez une norme que vous êtes couvert. Le juge qui sera en face de vous, la norme, il s'en moque. Il dit simplement, vous avez mis la santé de quelqu'un en défaut, donc vous assumez complètement. Donc ça, il faut le savoir d'entrée de jeu. J'ai l'impression que le micro de Monsieur Ducret est ouvert. Depuis tout à l'heure, il est ouvert, mais je pense qu'il ne fonctionne pas en fait. D'accord. Je vais lui envoyer à ce moment-là un petit message à Monsieur Ducret, voir s'il peut répondre. Une nouvelle de Jean-Pierre? Je pense qu'il a essayé de joindre la personne en direct. Oui, j'ai essayé de joindre, j'ai essayé de joindre Monsieur Ducret, mais je n'ai pas de réponse de sa part. Donc, Ok. Dans tous les cas, on a ses coordonnées. Hein, il était en destinataire de l'emailing qu'on a fait partir. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou si on en reste là. On va en rester là. On va en rester là. Eh bien, bonne journée à tous. N'oubliez pas que nous avons aussi donc d'autres thématiques de live demain, mercredi et jeudi à 14 h à chaque fois. Demain, on parlera des énergies et jeudi à 14 h, on parlera des modes de travail
qui ont émergé avec le confinement, donc home office, télétravail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre ces lives avec nous et n'hésitez pas aussi à retrouver les lives sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci.